Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous accueillir pour ce nouveau numéro des experts au féminin, mais aussi le dernier numéro de la saison, de cette première saison des experts au féminin. Et j'ai voulu avoir une invitée exceptionnelle pour ce dernier numéro. C'est Daniela Jacques, qui est présidente de la Chambre de commerce des femmes entrepreneurs d'Haïti. Daniela est non seulement une amie, mais c'est aussi une professionnelle, une jeune professionnelle de très haut niveau avec qui j'ai eu le plaisir de collaborer au ministère du Commerce et de l'Industrie de la République d'Haïti. Bonsoir Daniela, vous êtes en duplex par Skype avec nous depuis Port-au-Prince. Bonsoir Axel, bonsoir aux filles qui sont là. Merci vraiment de cette invitation. Je suis très contente de pouvoir partager ce petit moment avec vous, avec les auditrices et auditeurs de cette émission. Alors, Daniela, vous êtes une serial entrepreneur. Vous êtes également présidente de la Chambre de commerce des femmes entrepreneurs d'Haïti. Daniela, qu'est-ce qui vous motive au quotidien, serial entrepreneur? Bon, je dirais que depuis tantôt 10 ans, je suis devenue une femme d'affaires à plein temps, puisque mon métier de base, c'est la politique. J'ai fait mes études en sciences politiques, ensuite en gestion et des affaires électorales, et pour ensuite revenir à mes bases qui sont l'entrepreneuriat. Je dis mes bases parce que tout simplement, je viens d'une famille entrepreneuriale et mes parents étaient des entrepreneurs et mon papa était très, très actif avec beaucoup de créations, tout le temps des créations d'entreprises. Ma mère aussi était vraiment active, elle avait des ateliers, on avait des places et dans différents marchés et au centre-ville de Port-au-Prince. Donc, pour vous dire que tout ça était dans mon gène, quoi. Donc, aujourd'hui, je résume ma présentation en « Je suis une femme d'affaires qui a pour but de changer la vie des gens ». Donc, moi, mon métier maintenant, c'est de changer la vie des gens tout en faisant des affaires et en les aidant à faire des affaires. Très bien. Alors Daniela, merci beaucoup pour cette invitation. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours professionnel et de votre parcours académique, s'il vous plaît? Ok, bon, on va commencer par l'académique. Comme j'avais dit tantôt, je suis politologue et c'est mon premier métier. J'ai fait des études en sciences politiques. Ensuite, j'ai fait une spécialisation en gestion électorale. Et après, il y a 2 ans, et précisément lors de COVID en 2020, j'ai commencé un MBA et en business administration. Mais jusqu'à présent, ça traîne parce que je voyage beaucoup et tous les jours, toutes les semaines, il y a toujours de nouveaux projets qui arrivent. Donc, bon, avec la famille aussi, j'ai 2 enfants. Tout ça, m'empêche un petit peu de terminer ce master en administration, en administration des affaires. Et sur le plan professionnel, je peux dire que j'ai eu de très bonnes expériences, très enrichissantes avec l'administration publique haïtienne, dont Axel en parlait tout à l'heure, au ministère du Commerce, à la DINEPA, au ministère des Affaires étrangères, au Palais national. J'ai un peu travaillé dans différentes boîtes publiques et j'ai aussi travaillé beaucoup avec les organisations internationales, dont le PNUD, ONU Femmes, UNFPA, qui est une autre agence des Nations Unies. J'ai fait une petite expérience aussi un petit peu avant 12 janvier avec l'OIM. Donc, en quelque sorte, le plus gros travail que j'ai fait et dans ma carrière avec l'administration publique et les organisations internationales, c'est surtout accompagner les femmes et leaders qui veulent aller aux élections, les femmes qui dirigent les organisations, renforcement de capacités, toujours dans le leadership féminin.
Très bien. Alors, moi, j'aurais également une petite question pour vous. Vous nous avez parlé de vos prédispositions à entreprendre grâce à votre famille. Et du coup, j'aimerais savoir quels sont les grands principes, les grandes valeurs que vous ont inspiré vos parents et qui font de vous aujourd'hui cet entrepreneur multicasquette. Alors, ma maman disait toujours quelque chose que je répète de temps en temps, c'est que le travail, c'est la liberté, mais il faut être son esclave. Ce qui se passe, c'est que les gens, dans leur tête, pensent que, OK, moi, je veux être entrepreneur, je veux être mon propre patron, je veux devenir chef d'entreprise, etc. Mais c'est parce que tout simplement, ils regardent ce qui se passe. Et ils regardent les multimillionnaires, les gens qui sont devenus multimillionnaires en développant leur propre entreprise. Et ils pensent que c'est un beau matin en claquant les doigts. D'accord, je laisse mon travail et je suis devenu patron, je peux faire tout ce que je veux. Mais non, au contraire, quand tu es devenu patron, quand tu es patron, eh bien, tu travailles beaucoup plus que les autres. Donc, c'est pour ça que ma maman disait toujours, quand elle ne voulait pas, parce que malgré qu'elle était assez âgée, elle n'a jamais voulu prendre sa retraite, elle n'a jamais voulu se reposer, quoi. C'était une femme extraordinaire. Et quand on lui disait, mais pourquoi tu ne te reposes pas? Elle disait toujours, le travail, c'est la liberté. Mais il faut être son esclave. Si tu veux que le travail soit bien fait, si tu veux que tes affaires se développent, eh bien, il faut que tu continues à bosser tout le temps. Donc, moi, j'ai gardé ça et c'est ça qui me permet aussi de réussir dans tout ce que j'entreprends, mais surtout de pouvoir motiver mon équipe parce que je dois l'avouer et l'admettre. Tout ce que j'ai pu réaliser, c'est grâce à mon équipe parce que j'ai toujours eu de très bonnes équipes, de très bons techniciens et donc voilà, la réussite vient de là. Daniela, je vous ai connue effectivement, comme je le disais en introduction, lorsque j'étais en poste au ministère du Commerce et de l'Industrie avec le professeur Wilson Lalo, et vous étiez en charge d'un projet intitulé Jeunes entrepreneurs innovants. Et je me souviens que le ministre disait tout le temps, cette jeune femme, gardez son nom en tête parce que c'est l'avenir d'Haïti. Et j'aimerais que vous nous expliquiez comment vous êtes arrivé sur ce projet et comment est-ce que vous l'avez mené à bien? C'était en fait à cette époque, d'ailleurs j'en profite pour saluer le professeur Wilson Lalo, que j'apprécie beaucoup pour son leadership. Je dois dire aussi que ce projet, cette expérience au niveau du ministère du Commerce et de l'Industrie m'a beaucoup appris et m'a permis de développer beaucoup plus mon leadership puisque j'étais assez jeune, c'était en 2013, et on travaillait avec si je peux dire entre guillemets, des récalcitrants, c'est-à-dire des gens qui ont une carrière 20 ans, 30 ans au niveau du ministère et maintenant une jeune femme arrivée toute fraîche et vraiment déterminée à donner des résultats dans une administration publique, c'est pas facile, mais j'ai pu quand même m'en sortir. Comment je suis arrivée là? À cette époque, j'étais présidente de la Chambre de commerce, de la jeune Chambre internationale de Pétionville. Donc, ça s'appelait la JCI Innovation. On faisait beaucoup de projets, beaucoup d'activités. On était très actifs et je travaillais parallèlement à la DINEPA. Et donc, je dirigeais un projet pour la DINEPA, c'était l'école de l'eau, donc un projet financé par le gouvernement français. Et quand j'ai entendu l'annonce, et à cette époque, on avait un premier ministre qui était très public, c'est-à-dire qui faisait tout au grand jour, les conseils des ministres, etc. Donc moi, comme je suis une femme politique, je regardais, je savais tout ce qui se passait, très avisée. Du coup, j'ai entendu parler de ce projet qu'on allait lancer. Donc, j'ai pris contact avec quelques personnes que je connaissais au niveau du gouvernement pour leur dire que j'étais intéressée à ce projet puisque j'ai travaillé avec des jeunes entrepreneurs, des jeunes leaders et des organisations depuis 2007.
Donc, j'ai dit à mes amis, à mes contacts que je ne connaissais pas le professeur à cette époque et que je voulais faire partie de ce projet. Et c'est comme ça que je suis allée au ministère, rencontrer son équipe et faire ma présentation, montrer ma motivation, pourquoi je voulais le faire. Et j'ai été retenue pour diriger ce projet. Comme je viens de dire, donc je suis très, très fière des résultats. Et puisque à cette époque, on a eu plus d'une quarantaine de jeunes qui ont soumis des projets. Et il y avait des lauréats, on a organisé une cérémonie au niveau de l'université de Limonade avec une conférence pendant 2 jours. On a fait venir de grosses pointures de la société haïtienne et dans le département du Nord pour que les jeunes puissent avoir des exemples, des discussions. C'était vraiment super et j'ai beaucoup apprécié. Je suis toujours très reconnaissante au professeur qui m'avait donné cette opportunité vraiment. Et depuis, je peux dire que ça continue, quoi. Très bel événement et d'ailleurs pour la petite histoire, c'est grâce à cet événement que j'ai découvert le nord d'Haïti, un très beau souvenir du Cap haïtien. Alors moi j'aurais une petite question aussi. Alors c'est vrai que l'innovation c'est votre fil conducteur. Pourquoi est-ce si important pour vous? Eh bien l'innovation je dirais que c'est l'âme même de la vie. C'est-à-dire tout existe, tout a déjà existé. Maintenant, nous qui sommes là, cette génération, on a le devoir d'apporter un petit quelque chose, d'apporter un petit grain d'innovation pour faire mieux, pour changer une façon de faire. Vous voyez? Donc, l'innovation part toujours d'une existence, c'est toujours une transformation. Donc, chaque personne peut apporter une touche nouvelle. Et c'est pour ça qu'on encourage les jeunes à être innovants, à ne pas juste reprendre ce qui a déjà été fait, à ne pas juste recopier, mais de prendre quelque chose qui existe et de faire travailler son esprit créatif pour apporter quelque chose de nouveau, pour apporter une innovation, une transformation utile que peut-être d'autres générations vont utiliser. Alors, dans un pays comme Haïti où tout est urgent, comment l'innovation peut concrètement changer des vies? Ah, c'est une belle question. Merci. Là, je peux dire que l'innovation peut définitivement changer des vies. Si on prend l'exemple Haïti et avec tout ce qu'on sait de négatif, et tout ce qu'on sait de positif, mais qui n'est pas vraiment public, c'est-à-dire qu'on n'en parle pas, que ce n'est pas la première chose qu'on entend quand on parle d'Haïti. Eh bien, nous qui sommes en Haïti, les jeunes cette génération qui arrive a le devoir d'utiliser l'innovation. Par exemple, on est un pays agricole, ok? Et malheureusement, les politiques publiques ne permettent pas aux producteurs, ne permettent pas aux agriculteurs de pouvoir transformer ce qu'ils produisent. Mais moi, j'encourage toujours les jeunes à prendre, par exemple, chez nous, dans le département de la Grand'Anse, on a quelque chose, je ne sais pas comment on appelle ça chez vous, mais chez nous, on appelle ça arbre véritable. L'arbre véritable, c'est un fruit qui peut être transformé en différents et d'autres fruits. On peut en faire différents d'autres produits. Mais comme le département de la Grand'Anse est très reculé et la transportation pour venir à Port-au-Prince, etc. Donc moi, j'encourage les jeunes à utiliser ce fruit depuis leur département pour pouvoir transformer et en faire d'autres produits que les gens sur place peuvent déjà consommer et même aller vers d'autres villes et vers l'international. Donc, c'est vrai que tout est urgent, tout est à faire. Je ne dis même pas à refaire. En Haïti, tout est à faire et c'est là l'opportunité. Quand on est entrepreneur et qu'on vit dans un pays où tout est à faire, eh bien, on a la chance de pouvoir créer quelque chose qui pourra rester pour les futures générations.
Et on rappelle pour nos téléspectateurs guadeloupéens, martiniquais et même du côté de Saint-Martin et Saint-Barth que l'arbre véritable en Haïti, c'est ce qu'on appelle chez nous l'arbre à prin qui produit des fruits tapins. Voilà. Alors Daniela, un des aspects justement pour que l'innovation fonctionne et un vrai effet levier sur le développement économique, c'est qu'il y ait une législation en faveur de la propriété intellectuelle. Je sais qu'il y a eu des réformes qui ont été entamées dans ce sens. Qu'en est-il aujourd'hui? Eh bien, oui, il y a eu des réformes, au contraire, et on a eu le BHDA, qui est le Bureau haïtien des droits d'auteur. C'était un pas vraiment important. Au contraire, sous le leadership de M. Lalo, en 2014, je crois, on avait organisé une grande conférence sur la propriété intellectuelle. Et aujourd'hui, les Haïtiens, les chanteurs, quasiment toutes les personnes qui sont dans les industries créatives peuvent aller vers le Bureau haïtien des droits d'auteur pour enregistrer leurs œuvres. C'est un pas important, mais il reste quand même du travail à faire. Et puisque nous savons que même si les lois existent, s'il n'y a pas un moyen de répression pour empêcher que n'importe qui utilise, excusez-moi, j'ai une alarme. OK. Pour empêcher que n'importe qui utilise les œuvres de quelqu'un, eh bien, on peut beau avoir des lois et ça ne va pas vraiment apporter des résultats. Donc, il reste encore du chemin à faire, mais aujourd'hui, on peut s'enorgueillir de l'existence de ce bureau des droits d'auteur, dont Madame Emily Prophète, qui est actuellement ministre de la Culture et dirigeait avec des droits magiques. On rappelle d'ailleurs qu'Emily Prophète a remporté récemment en Guadeloupe le prix Carbet des lycéens pour son ouvrage Les villages de Dieu, qui a été vraiment loué par Dany Laferrière, l'académicien, pour la petite parenthèse. Alors Daniela, vous êtes également la présidente de la Chambre de commerce des femmes entrepreneurs d'Haïti. Pourquoi pour vous est-ce si important d'encourager l'entrepreneuriat au féminin et surtout l'autonomisation financière des femmes? Ma chère Axel, je suis depuis très longtemps déjà très impliquée dans la promotion de l'émancipation féminine, mais surtout l'autonomisation économique. Nous le savons, l'entrepreneuriat féminin représente un potentiel important, largement sous-estimé tant en Haïti qu'ailleurs. Ce combat que nous menons ici en Haïti n'est pas un combat singulier, puisque un peu partout dans le monde aujourd'hui, les féministes, les organisations locales, internationales font la même bataille pour que l'apport des femmes dans l'entrepreneuriat, dans l'économie soit reconnu et valorisé. Le nombre de femmes porteuses de projets financiers entrepreneuriaux ne cesse d'augmenter depuis quelques années et ceci se développe avec un potentiel ralenti. Chez nous, par exemple, en Haïti, l'entrepreneuriat féminin n'est pas assez supporté. Et nous savons que, selon les chiffres qui existent, les femmes ont un accès réduit aux actifs économiques. Malgré les lois et les politiques publiques, elles sont souvent exclues des cercles économiques, c'est-à-dire elles n'ont pas accès aux banques et elles ont accès aux petites institutions financières avec des taux jusqu'aux yeux. Et elles n'ont pas vraiment accès au crédit solide, je pourrais dire. Ce que j'appelle produit crédit solide, c'est que ces femmes rentrent dans un cycle où elles prêtent de l'argent dans une institution financière. Ils
D'ailleurs, dans ces institutions, on te prête l'argent, mais on ne t'accompagne pas vraiment. Donc, tu viens, tu prêtes de l'argent, tu vas avec ton argent pour développer ton entreprise, mais en réalité, nous le savons, les femmes, étant donné qu'elles sont, et la plupart des familles haïtiennes sont des familles monoparentales, donc elles ont toute la famille sur le dos, les enfants, l'écolage, le loyer, la nourriture de tous les jours, etc. Donc ça arrive souvent et même trop souvent que ces femmes utilisent cet argent pour résoudre un problème, un enfant qui est tombé malade, etc. Et après, elle est obligée d'aller vers une autre institution financière pour emprunter de l'argent pour payer la première institution financière. Donc elle est dans ce cercle vicieux d'où elle ne s'en sort pas. Parfois, ça arrive qu'elle est obligée de déménager, de laisser la ville où elle était, parce qu'elle n'arrive pas à s'en sortir. Elle a des dettes jusque-là et elle s'appauvrit au lieu de 10 ans plus tard, vous allez voir cette femme qui a emprunté de l'argent tout au long de sa vie, du développement de son commerce, vous allez voir qu'elle est toujours pauvre. Et pourtant, elle a payé ses dettes. Donc, moi, je pense qu'il est important d'accompagner ces femmes. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a créé la Chambre de commerce, pour que les femmes entrepreneurs aient un espace, un endroit, aient une institution qui pense pour elles, qui pense avec elles, qui les accompagne. Et depuis notre création en 2016, nous avons accompagné des milliers de femmes un peu partout dans le pays. Le dernier projet qu'on est en train de finaliser, c'est avec MEDA, USAID. Donc, un projet qui a accompagné 300 femmes dans 3 départements, le Grand Nord, Nord et Nord-Est ensemble, une centaine de jeunes femmes entre 18 et 35 ans, dans le département du Sud et dans le département du Centre. Donc, ces femmes, ces jeunes femmes, eh bien, elles ont été accompagnées techniquement pour pouvoir développer leurs idées d'entreprise, celles qui n'avaient pas encore d'entreprise, et leurs entreprises, celles qui sont déjà en pleine action dans leurs affaires. Donc voilà, je pense que définitivement, accompagner les femmes entrepreneurs n'a aucun, je veux dire, aujourd'hui, on n'a plus à trouver des arguments, on n'a plus à convaincre, parce que tout simplement, les femmes, on a intérêt à faire reculer l'exclusion. L'exclusion, cette exclusion qui est systématique, parce qu'aujourd'hui, si on ne le fait pas, si chacun de son côté et dans ces différentes activités ne prend pas la disposition de faire reculer cette exclusion, eh bien nous n'aurons qu'une seule certitude, c'est que on ne va jamais arriver à atteindre les objectifs du millénaire. Et comme je disais tantôt, pour ce point précisément, on ne peut pas parler de richesse, de prospérité, de développement si la moitié de la population n'est pas prise en compte. Donc nous savons que les femmes, et dans certains pays, c'est beaucoup plus que la moitié de la population. Ici en Haïti, on est 52%. Donc cette partie de la population, si elle reste dehors, eh bien, on ne va jamais arriver à atteindre, à faire un développement durable vraiment pour ce pays. Et surtout, cette exclusion n'est pas seulement dommageable. Et ça, on veut que ça soit clair dans la tête de nos dirigeants. Cette exclusion systématique n'est pas seulement dommageable pour les femmes, elle est aussi dommageable pour toute la société. Alors justement, vous avez été speaker en 2016, notamment lors du TEDx en Guadeloupe, et vous avez abordé le thème des Madame Sarah. Est-ce que vous pouvez brièvement nous expliquer de quoi il s'agit, s'il vous plaît? Alors, mon message au TEDx était un cri de cœur pour que chacun puisse jouer son rôle. Puisque l'histoire de Madame Sarah, c'est des femmes commerçantes et des agricultrices qui viennent de différents départements vers Port-au-Prince, la grande ville, pour vendre leur production. Donc, nous avons lancé ce cri de cœur pour que chacun puisse jouer son rôle, faire leur part. Et mais vous savez, mesdames, depuis 2016, aujourd'hui, la situation s'est aggravée. Le tableau est beaucoup plus sombre. Avec la gangstérisation du pays, les femmes et les petites filles sont systématiquement victimes, et ceci sans recours.
Donc, je profite de cette occasion, de ce panel, pour lancer un vibrant appel à nos dirigeants pour leur faire comprendre que les femmes en général, pas seulement les Madame Sarah, puisqu'aujourd'hui, ce centre-ville dont je parlais dans mon TEDx, dans mon speak, c'est que ce centre-ville n'existe plus. Donc, si ce centre-ville n'existe plus puisque c'est dirigé, c'est pris en otage par les bandits, eh bien, on peut se demander où sont ces femmes? Qu'est-ce qu'elles font aujourd'hui? Elles sont devenues beaucoup plus pauvres parce que les produits qu'elles ont n'ont plus un marché. Donc, tout ça doit être une priorité pour nos dirigeants. Parce que nous le savons, quand les femmes sont pauvres, la société est pauvre. La famille est pauvre. Les enfants vont devenir des délinquants. Parce que tout simplement, ces femmes, les mamans, n'ont plus les moyens de subsistance. Donc, je profite de cette occasion pour... Nous espérons vraiment que le message sera passé au travers de notre émission, puisque effectivement elle est également suivie outre de notre territoire guadeloupéen, et que cette cause que vous soutenez depuis un bon moment sera entendue des politiques, parce qu'effectivement nous aussi en Guadeloupe on remarque que cette pauvreté vient souvent des familles monoparentales qui assument à elles seules la vie d'entreprise, mais également celle du foyer, et il est vraiment important de répondre aux prérogatives de ces causes. Alors Daniela, je suis une femme passionnée par l'entrepreneuriat, et en tant que telle, la question que je vais vous poser a tout son sens. On sait malheureusement que Haïti connaît actuellement un contexte très très compliqué. Compte tenu de cet état de fait, comment est-ce que vous arrivez à encourager les jeunes femmes à entreprendre? Bon, moi je crois que l'entrepreneuriat est un mode de vie. C'est vrai qu'il y a beaucoup de séminaires, qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui appellent les gens, moi aussi d'ailleurs, à devenir des entrepreneurs. Mais moi, quand je rencontre une jeune femme qui a les tripes entrepreneuriales, je le sens tout de suite, je le sais. Et à partir de là, cette femme, cette jeune de passer le cap. Daniela, nous avons eu une micro-coupure. Est-ce que vous pouvez reprendre votre réponse, s'il vous plaît? Oui, j'étais en train de dire que l'entrepreneuriat, c'est un mode de vie. Quand je rencontre une jeune femme qui a les tripes entrepreneuriales, je le sens tout de suite, je le sais. Et dès que je rencontre cette jeune femme, elle a mon soutien. Donc, je lui accorde mon temps, des séances de coaching, d'accompagnement, conseils pour lui permettre de passer le cap. Car, comme vous venez de le dire, Haïti est un pays extrêmement difficile et faire des efforts, on peut faire des efforts tous les jours, mais si on est quelqu'un qui veut des résultats tout de suite, c'est-à-dire qui... OK, je démarre mon entreprise, je veux réussir, je veux avoir des résultats tout de suite, eh bien, ma chère, puisque je parle à une jeune femme entrepreneur qui veut se lancer, ça ne va pas se passer comme ça, puisque toute réussite se construit. Donc moi, quand je rencontre ce profil de jeune femme, eh bien, je l'accompagne, je lui apporte mon soutien. Alors Daniela, on arrive dans le dernier quart de l'entretien. Nous avons mené récemment ensemble, votre firme Polytype Cotech et mon entreprise, un projet commun pour l'ONU Femmes, le bureau d'Haïti. C'était l'Académie de leadership politique féminin d'Haïti, pour accompagner une première cohorte de 80 femmes haïtiennes qui vont bientôt se présenter aux élections législatives
législatives ou même nationales, on les a formés, on transmet un certain nombre d'éléments, apprendre à faire campagne dans un contexte difficile. Pourquoi des projets comme ça sont importants dans ce contexte haïtien pour la démocratie, mais aussi pour l'autonomisation économique des femmes? Ces types de projets sont très importants. C'est important pour le pays, c'est important pour la Caraïbe, c'est important pour l'Amérique, c'est important pour l'humanité. Quand nous avons besoin que les femmes prennent les places qui leur reviennent de droit, qu'elles aient du pouvoir pour prendre des décisions en faveur des familles, de la société. On ne veut pas avoir des femmes à des postes sans budget. On ne veut pas avoir des femmes, on ne veut pas être représentées. On veut avoir des femmes compétentes, prêtes à agir pour le développement durable. C'était ça le rôle de cette formation, préparer ces femmes. Ces femmes, elles étaient 80 et je peux dire l'une de mes fiertés dans ce projet, c'est que pas mal d'entre elles étaient candidates ou étaient élus même dans les mairies, ok, au municipal. Celles-là, elles étaient, je peux dire, membres de cartels. Aujourd'hui, ces femmes, après cette formation, elles sont prêtes à se présenter aux élections, mais en tant que mairesse principale. Parce qu'elles ont appris, parce qu'elles ont compris. Pas mal d'entre elles ont été membres de cartels tout simplement parce qu'elles étaient des professeurs, infirmières et des personnalités respectées dans la communauté. Et comme il y a eu cette exigence de quotas, eh bien, les partis politiques, les cartels, ils ont été dans les différentes communes choisir ces femmes qui sont respectées dans leur communauté pour pouvoir être partie prenante de leur campagne. Mais en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Ces femmes, quand après avoir été élues dans ce cartel, eh bien les deux, c'est pas une blague, mais c'est tellement criante, les deux hommes du groupe, ils organisent les réunions très tard le soir. À partir de là, les maris haïtiens, ils sont jaloux, ils commencent par dire moi je ne veux pas cette affaire de réunion le soir, etc. C'est fini, etc. Voilà. Donc à partir de là, cette femme, elle ne peut même pas participer dans la prise de décision du cartel, elle ne sait même pas ce qui se passe. La plupart d'entre elles ont seulement eu leur salaire et rien du tout. Elles ont été mises de côté. Et aujourd'hui, et c'est ça la fierté, ces femmes sont prêtes. Elles sont prêtes à se présenter elles-mêmes, volontairement, parce qu'elles savent ce que c'est, parce qu'elles ont compris ce que c'est la politique, pourquoi s'engager dans la politique. Donc, ce type de projets sont extrêmement importants et moi, je les encourage. Au niveau de notre firme Politicotech, on apporte ce soutien et aux organisations internationales qui veulent accompagner les femmes politiques, à l'État haïtien même et qui veut encourager la participation politique des femmes et aussi sur le terrain avec des organisations de base, des leaders féminins qui veulent prendre leur place dans la politique. Alors ma prochaine question, elle est toute trouvée. Vous avez parlé de femmes compétentes. Au sein de cette émission, on ne cesse de prôner l'expertise. Vous avez une entreprise Politicotech qui propose plusieurs projets. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos expertises et des activités que vous proposez au sein de cette entreprise, s'il vous plaît? Eh bien, Politicotech est une firme politique qui travaille avec des gens de la politique. On travaille avec des élus, on travaille avec des ministres, les ministères, on travaille avec des leaders potentiels candidats ou des candidats même.
Donc, les différentes expertises qu'on apporte à nos partenaires, et en fait les clients qu'on appelle partenaires, c'est surtout l'accompagnement technique et dans le montage de plans de communication stratégique et pour les élus ou bien pour les institutions avec qui nous travaillons et les organisations internationales. Nous apportons aussi un support pour le montage de plans de campagne électorale pour les candidats et nous les accompagnons directement. Non seulement on monte le plan électoral, le plan de campagne, mais aussi on va dans l'exécution du plan et selon la demande de notre client. On a aussi, depuis 2 ans, on organise le Politico Tech Awards. C'est un événement qui honore les hommes et les femmes politiques, les opérateurs culturels, des auteurs et autres dont le travail ont un impact positif sur la vie politique, sur la démocratie. Donc, nous faisons la promotion de la démocratie au niveau de notre firme. Donc, tout ce qui a rapport à la politique, aux élections, au leadership, c'est notre champ d'action. Confronté à une concurrence internationale assez féroce, comment vous parvenez à vous distinguer et à vous faire respecter? Je dirais que c'est pas facile et d'ailleurs on a quand même quelques, je ne veux pas dire mauvaises expériences parce que pour moi il n'y a jamais de mauvaise expérience, on apprend, ok, et la prochaine fois on fait mieux, ou bien si on ne fait pas mieux la prochaine fois on s'assure de mieux protéger nos arrières. C'est-à-dire que ici en Haïti ça arrive souvent que nos partenaires internationaux osent en quelque sorte vouloir, je dis vouloir parce qu'on ne se laisse pas faire, nous traiter en parent pauvre. Ce que j'appelle en parent pauvre, c'est-à-dire un comportement qu'ils n'auraient jamais eu avec une firme internationale et européenne par exemple ou américaine, eh bien avec nous, ils osent quand même de temps en temps, essayent en tout cas de piétiner nos droits par rapport à ce qui devrait être fait. Donc, on arrive à se faire respecter justement parce qu'on a de bons techniciens et on a des consultants locaux, nationaux et internationaux. On s'assure toujours dans l'exécution de nos projets et dans l'exécution des bids, quand on gagne un bid, eh bien, on s'assure toujours d'avoir les meilleurs techniciens dans notre camp pour pouvoir donner les meilleurs résultats. Donc, ce n'est pas facile, comme je l'ai dit, et la plupart du temps, malgré les meilleurs résultats, malgré le profil des techniciens qu'on offre à ces partenaires, ils osent quand même je pourrais dire négliger ou du moins passer nos droits, nous traiter en parent pauvre. Mais on arrive le plus souvent et on ne se laisse pas faire du tout. Donc, on arrive à se faire respecter et par rapport à nos résultats aussi, comme vous le savez, dans ce secteur, on en parle et ici en Haïti, c'est un tout petit pays. Donc, quand vous avez travaillé pour les Nations Unies, quelle que soit l'agence, eh bien, ça se sait. Donc, les gens, ils reviennent et quand vous avez pu élire et permettre, faciliter à des candidats à se faire élire, ça se sait aussi. Donc, de plus en plus, on se positionne et je pourrais dire que les choses arrivent un petit peu normalement, quoi.
Très bien. Merci beaucoup, Daniela Jacques. Et effectivement, je confirme, Daniela a une équipe solide et elle mène la barque d'une main de fer et elle sait se faire respecter. Expérience vécue. D'ailleurs, grâce à son accompagnement, on a pu mener à bien des choses. Merci encore, Daniela Jacques, d'avoir accepté d'être notre invitée de cette dernière de la première saison des experts au féminin. Et puis, on espère que le contexte sera bien meilleur la prochaine fois qu'on se parlera. Et pourquoi pas imaginer des experts au féminin en direct de Pétionville ou de Port-au-Prince, un de ces quatre. Merci encore, Daniela. À très vite. On vous retrouve sur les réseaux sociaux, Daniela Jacques et politicotech.com. Merci, mesdames. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Et permettez que je vous félicite. Et dès que j'avais vu l'annonce la toute première fois, la première affiche, j'étais extrêmement heureuse de cette nouvelle émission qui allait arriver. Donc, félicitations, mesdames. Tiens, béred. J'adore, en créole, guadeloupéen dans le texte. Merci encore, Daniela. Et chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, vous voyez, les experts au féminin, c'est aussi ça, cette expertise au féminin dans la Caraïbe, à l'international. On se retrouve dans un petit moment après la pause publicitaire pour la seconde partie de cette dernière.